Welcome to French Avenue, microphone. Welcome to French Avenue microphone. Comment améliorer votre communication en français, oral et non verbal? Niveau A2 à C2, épisode 13 French Avenue. Bienvenue dans l'épisode 13 de notre série spéciale French Avenue, un podcast immersif conçu pour tous ceux qui souhaitent améliorer leur communication en français du niveau A2 à C2. Dans cet épisode passionnant intitulé Améliorer la communication, Monsieur John Miller et Madame Emily Davis explorent en profondeur les différentes facettes de la communication, de l'expression orale à la compréhension des gestes et attitudes, en passant par l'écoute active et la gestion de la peur de parler. Si vous êtes un apprenant de français qui souhaite mieux s'exprimer, mieux comprendre et mieux interagir, cette vidéo est faite pour vous. Au programme. Comment développer son aisance à l'oral? Quels outils utiliser pour progresser en expression et en compréhension? Le rôle de la communication non verbale dans le français quotidien. Comment surmonter la peur de faire des fautes en parlant? Des conseils pratiques, des exemples vivants, des stratégies concrètes. Un dialogue structuré, clair et enrichissant entre une animatrice et un invité expérimenté. Chaque réponse est développée avec soin, pédagogie et bienveillance. Nos intervenants partagent des techniques applicables immédiatement pour améliorer votre niveau, quel que soit votre point de départ. Ce podcast n'est pas une simple conversation, c'est une vraie leçon de vie et de langue. Que vous soyez étudiant, professionnel, passionné par le français ou en pleine reconversion, vous y trouverez des outils puissants pour renforcer votre confiance et progresser durablement. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à cliquer sur j'aime pour soutenir notre travail. Partagez votre avis ou posez vos questions en commentaire. Nous lisons tout et nous répondons avec plaisir. Abonnez-vous à notre chaîne French Avenue pour ne manquer aucun épisode. De nouveaux contenus pédagogiques et inspirants sont publiés régulièrement. Avez-vous déjà vécu une situation où vous aviez du mal à vous faire comprendre en français? Avez-vous une technique personnelle pour surmonter le stress de parler? Partagez vos expériences en commentaire. Elles inspireront toute notre communauté d'apprenants francophones à travers le monde. Ensemble, créons un espace d'échange et de soutien positif. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Avenue, votre podcast immersif pour apprendre le français dans des contextes réels, pratiques et humains. Je suis Emily Davis, votre hôte fidèle et passionnée de la langue française, et j'ai le plaisir d'être accompagnée, comme toujours, de mon collègue et ami, Monsieur John Miller. Merci Emily. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel dans la vie personnelle comme dans la vie professionnelle, la communication. Comment mieux s'exprimer, mieux comprendre, éviter les malentendus et surtout, construire une relation saine avec les autres à travers les mots, le ton, l'écoute et l'intention. C'est un thème très riche, John. Et en tant qu'apprenant de la langue française, nos auditeurs se heurtent parfois à des obstacles lorsqu'il s'agit de communiquer avec précision, respect et efficacité. Ce podcast s'adresse donc à tous ceux qui souhaitent améliorer leur communication en français, quel que soit leur niveau, de A2 à C2. Absolument. Dans cet épisode, je vais partager des stratégies concrètes, des techniques verbales et non verbales, ainsi que des erreurs fréquentes à éviter. Nous parlerons aussi de la différence entre parler et vraiment communiquer. Car la communication ne se limite pas à transmettre des mots, c'est aussi une question d'écoute, d'attention, de culture, de posture. Nous vous invitons à écouter attentivement, à prendre des notes et à pratiquer. Chaque phrase de ce podcast est conçue pour enrichir votre vocabulaire, vous habituer à des structures grammaticales naturelles et surtout vous aider à gagner en confiance dans vos échanges quotidiens. Exactement. Et comme toujours, ce contenu est adapté à tous les niveaux. Ceux qui débutent peuvent apprendre les bases de la communication efficace et ceux qui sont plus avancés pourront affiner leur style et mieux comprendre les subtilités culturelles et linguistiques. Installez-vous confortablement, préparez un carnet ou ouvrez votre application de prise de notes. Ce qui suit est un entraînement linguistique complet, vivant, dynamique et, nous l'espérons, transformateur. C'est parti pour l'épisode 13, Améliorer la communication. John, pour commencer cet épisode sur la communication, j'aimerais vous poser une question que beaucoup de nos auditeurs se posent. On parle souvent de bonne communication dans les relations, au travail ou même à l'école. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie bien communiquer?
Est-ce simplement parler clairement ou est-ce quelque chose de plus complexe? Et pourquoi est-ce si important dans un contexte francophone pour un apprenant? C'est une excellente question, Émilie, et elle mérite une réponse approfondie. Lorsque l'on parle de bonne communication, on a souvent tendance à se concentrer uniquement sur le langage parlé, les mots que nous utilisons, la clarté de nos phrases, notre prononciation, notre grammaire. Bien entendu, ces éléments sont essentiels, surtout quand on apprend une langue étrangère comme le français. Mais la communication, en réalité, est un processus beaucoup plus large et plus complexe. Pour bien communiquer, il ne suffit pas de parler. Il faut aussi savoir écouter, observer, adapter et surtout créer une connexion humaine. Par exemple, un apprenant peut parfaitement construire une phrase correcte sur le plan grammatical, mais s'il la prononce sur un ton trop direct ou dans un contexte culturel inapproprié, cela peut générer une incompréhension, voire un malaise. En français, notamment dans les milieux professionnels ou sociaux, la politesse joue un rôle majeur dans la communication. Des expressions comme « excusez-moi de vous déranger »,« je voulais savoir si vous pouviez », ou encore serait-il possible de permettent non seulement de transmettre une demande, mais aussi de montrer du respect, ce qui facilite la relation. Il y a aussi la communication non verbale, le regard, la posture, les gestes, le silence même. Par exemple, dans certaines cultures francophones, interrompre quelqu'un pendant qu'il parle est perçu comme impoli, tandis qu'un non-silence peut être interprété comme un signe de réflexion plutôt que de malaise. Un apprenant de niveau C1 ou C2 pourra intégrer ces codes subtils pour mieux s'intégrer socialement et professionnellement. Et puis, il y a l'aspect émotionnel. Bien communiquer, c'est aussi être capable d'exprimer ce que l'on ressent, la joie, l'inquiétude, l'intérêt, le désaccord, avec des mots précis, nuancés, sincères. Dire « je suis un peu frustré » au lieu de « je suis énervé » change complètement la perception de votre message. En résumé, bien communiquer, c'est combiner la clarté du message, la sensibilité à l'autre et le respect du contexte culturel. C'est un apprentissage permanent, mais un apprentissage essentiel pour qui veut s'exprimer avec justesse et créer des liens durables dans une langue étrangère. Merci John pour cette première explication très éclairante. Maintenant, entrons un peu plus dans la pratique. Beaucoup de nos auditeurs nous écrivent pour nous dire qu'ils ont peur de parler français avec des natifs parce qu'ils ont peur de faire des erreurs, de ne pas comprendre ou de ne pas être compris. Ma question est donc la suivante. Comment surmonter cette peur de parler et améliorer la fluidité dans les échanges, surtout quand on n'est pas encore très à l'aise en français? C'est une préoccupation très fréquente et parfaitement légitime, Émilie. Apprendre une langue étrangère est un processus exigeant, et il est tout à fait naturel de ressentir de la peur ou de l'appréhension lorsqu'il s'agit de s'exprimer à l'oral. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette peur peut être surmontée grâce à une approche structurée, bienveillante et progressive. Tout d'abord, il faut comprendre que faire des erreurs fait partie intégrante de l'apprentissage. Aucune personne n'a appris à parler sans se tromper. Même les enfants, dans leur langue maternelle, passent par une période d'essais et d'erreurs. L'objectif n'est pas la perfection immédiate, mais la progression constante. Il faut donc adopter un état d'esprit positif et bienveillant envers soi-même. Ensuite, pour améliorer la fluidité, il est important de pratiquer régulièrement. Mais cette pratique doit être intelligemment dosée. Je recommande aux apprenants de commencer par de courtes conversations quotidiennes dans des contextes simples. Dire bonjour au boulanger, poser une question dans une boutique, discuter avec un collègue. Ces petits échanges créent des automatismes et renforcent la confiance. Il est aussi très utile de préparer à l'avance certaines phrases utiles que l'on peut réutiliser dans différentes situations. Par exemple, « Est-ce que je peux vous poser une question ? Pouvez-vous répéter ? S'il vous plaît ? Je suis encore en train d'apprendre, merci de parler un peu plus lentement. » Ce type de phrase rassure et structure l'échange. Un autre point crucial est l'écoute active. Plus vous écoutez du français, des podcasts, des dialogues, des conversations réelles, plus votre cerveau s'habitue à la mélodie de la langue, à son rythme, à ses expressions. Cela facilite non seulement la compréhension, mais aussi la reproduction. Enfin, je conseille de pratiquer dans un cadre sécurisé et sans jugement. Cela peut être avec un ami, un tuteur, ou même dans un club de conversation en ligne. L'idée est de se sentir en confiance pour parler librement. Avec le temps, cette peur diminuera, remplacée par un sentiment d'aisance et de plaisir à s'exprimer.
Souvenez-vous, parler, c'est oser. Et chaque mot prononcé vous rapproche de la maîtrise. Merci beaucoup John, ces conseils sont très précieux. Une autre question qui revient souvent dans nos messages concerne les malentendus. Parfois, malgré de bonnes intentions, un apprenant va dire quelque chose qui sera mal interprété par son interlocuteur francophone. Alors voici ma question. Quels sont les malentendus les plus fréquents dans la communication entre apprenants et natifs, et comment peut-on les éviter? Excellente question, Émilie, et très pertinente. Les malentendus sont fréquents lorsque deux personnes ont des références culturelles, linguistiques ou sociales différentes. C'est encore plus vrai dans le contexte de l'apprentissage du français, où un mot, un ton ou une structure peut provoquer une réaction inattendue. L'un des premiers malentendus fréquents vient de la traduction littérale. Un apprenant peut, par exemple, traduire directement une expression de sa langue maternelle qui n'a pas du tout le même sens en français. Par exemple, dire « je suis chaud » pour signifier qu'on est motivé peut, dans un autre contexte, être interprété de façon gênante. Il faut donc faire attention aux expressions idiomatiques et toujours vérifier leur usage réel. Un autre malentendu courant concerne le niveau de politesse. En français, les codes sociaux sont très importants. Le tutoiement et le vouvoiement, par exemple, sont des marqueurs relationnels forts. Un apprenant qui tutoie son supérieur ou un inconnu dans la rue peut paraître impoli, même si ce n'est pas son intention. Il est donc fondamental d'apprendre à adapter son registre de langue selon la situation. Il y a aussi des malentendus culturels. Par exemple, dans certaines cultures, il est normal de poser beaucoup de questions personnelles dès les premiers échanges, alors qu'en France, cela peut être perçu comme intrusif. À l'inverse, une personne très réservée pourra passer pour froide ou distante. Pour éviter ces malentendus, je conseille de poser des questions ouvertes si on ne comprend pas quelque chose. Que voulez-vous dire par là? Est-ce que c'est une expression courante? Cela montre non seulement une volonté d'apprendre, mais aussi du respect pour l'autre. Il est également utile d'observer les réactions non verbales, le langage du corps, les expressions du visage, les silences. Ce sont des indices précieux qui vous informent sur la compréhension ou l'inconfort de votre interlocuteur. Enfin, n'ayez pas peur de reformuler vos phrases ou de vous excuser si vous sentez que quelque chose a été mal interprété. Dire « Excusez-moi, je voulais dire autre chose » ou « Je suis encore en train d'apprendre, je n'ai pas utilisé le bon mot » est une manière élégante de désamorcer un malentendu. Avec l'expérience, ces erreurs se font plus rares et la communication devient plus naturelle, fluide et agréable. Merci John pour toutes ces explications très utiles. Parlons maintenant d'un autre défi auquel de nombreux apprenants sont confrontés. Ils comprennent bien la grammaire, connaissent du vocabulaire, mais lorsqu'il faut participer à une vraie conversation, ils se sentent bloqués. Alors ma question est la suivante. Quelle technique peut-on utiliser pour participer activement à une conversation en français, même lorsqu'on manque de fluidité ou de vocabulaire? C'est une question fondamentale, Émilie, car beaucoup d'apprenants se retrouvent justement dans cette situation. Ils ont étudié la langue, ils comprennent les règles, ils ont du vocabulaire, mais quand il s'agit de parler dans un échange réel, ils se sentent paralysés. Pour surmonter cette difficulté, il existe plusieurs techniques efficaces qui permettent de participer activement à une conversation, même si l'on ne se sent pas encore totalement à l'aise. La première stratégie, très simple mais puissante, est la reformulation. Lorsque vous ne trouvez pas un mot précis, essayez de l'expliquer avec d'autres mots. Par exemple, si vous ne vous souvenez plus du mot « aspirateur », vous pouvez dire « la machine qu'on utilise pour nettoyer le sol avec de l'air ». C'est plus long, mais cela montre votre capacité à contourner les obstacles. Les francophones apprécieront cet effort. Deuxièmement, il faut apprendre à utiliser des phrases de remplissage. En français, il existe de nombreuses expressions qui permettent de gagner du temps tout en gardant le fil de la conversation. Alors, comment dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne question. Ces phrases vous permettent de réfléchir pendant que vous parlez sans que cela paraisse gênant. Troisièmement, je recommande vivement de s'entraîner avec des dialogues structurés, que ce soit dans des cours, en tandem linguistique ou avec des applications. Plus vous simulez des conversations, plus votre cerveau s'habitue aux mécanismes de l'interaction. Vous pouvez aussi préparer à l'avance des phrases types, comme « je pense que »,« je ne suis pas sûr, mais »,« pour moi, c'est important parce que ».
Cela vous donne des points d'ancrage solides. Il est également très utile de pratiquer l'écoute et la répétition. Par exemple, écoutez un dialogue court, le répétez à haute voix, puis essayez de le jouer vous-même, seul ou avec un partenaire. Cela automatise les structures et vous aide à vous sentir plus naturel dans la conversation. Enfin, n'oubliez pas que l'attitude mentale compte énormément. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Les conversations sont des échanges humains, pas des examens. L'important est de rester engagé, d'écouter attentivement et de répondre avec sincérité, même avec des mots simples. Ce qui touche dans une conversation, ce n'est pas la perfection, mais l'authenticité. Merci pour ces suggestions très concrètes, John. J'aimerais maintenant aborder un aspect plus personnel. Certains de nos auditeurs nous écrivent pour dire qu'ils ont du mal à exprimer leurs émotions ou leurs opinions en français. Ils ont peur de mal s'exprimer, de paraître impolis ou trop directs. Alors, ma question est, comment apprendre à exprimer ses sentiments et ses idées en français de manière naturelle, polie et authentique? Émilie, c'est un sujet à la fois délicat et essentiel. S'exprimer dans une langue étrangère, c'est aussi exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on est. Et bien sûr, lorsqu'on ne maîtrise pas encore toutes les nuances culturelles et linguistiques, il est facile de craindre de dire quelque chose de maladroit, voire d'offensant. Mais là encore, il existe des moyens d'apprendre à s'exprimer avec justesse, tact et sincérité. Commençons par une chose importante. En français, le ton et le choix des mots sont très importants. Les francophones attachent beaucoup de valeur à la politesse et à la nuance. Il est donc essentiel d'apprendre à formuler des opinions ou des émotions avec des expressions modérées. Par exemple, au lieu de dire « c'est nul », on peut dire « je ne suis pas très convaincu » ou « je ne partage pas tout à fait cet avis ». Cela montre du respect, même en désaccord. De même, pour exprimer une émotion, on peut utiliser des formules structurées comme « je me sens », parce que j'ai eu l'impression que cela m'a touché, car ces formulations permettent de clarifier son message tout en restant dans un registre poli. Il est aussi très utile d'apprendre des expressions courantes d'opinion. À mon avis, je pense que, pour ma part, il me semble que ces structures sont à la fois naturelles et respectueuses. On peut les utiliser en toute sécurité dans la majorité des conversations. Par ailleurs, je recommande aux apprenants de lire ou écouter des témoignages personnels en français, comme des blogs, des podcasts ou des interviews. Cela expose à une variété de styles et permet de voir comment les francophones expriment leurs émotions ou leurs idées avec authenticité. Et n'oublions pas l'importance de la connaissance culturelle. Par exemple, en France, on peut exprimer une opinion avec passion, mais il est aussi courant de nuancer ses propos. Il faut donc observer, écouter et imiter ces codes de communication. Enfin, je dirais qu'il faut oser être vulnérable. Dire « je ne sais pas comment le dire en français, mais j'aimerais exprimer quelque chose d'important » est une preuve d'humanité. En face, la majorité des interlocuteurs vous écouteront avec attention et bienveillance. Exprimer ses émotions ou ses opinions en français est un apprentissage progressif, mais c'est aussi une ouverture vers des échanges profonds, sincères et enrichissants. Merci John pour vos conseils sur l'expression des émotions et des opinions. J'aimerais maintenant parler d'un problème que beaucoup d'apprenants rencontrent lorsqu'ils communiquent en français, le stress de ne pas comprendre tout ce que l'autre personne dit. Ce sentiment peut rapidement couper la conversation ou faire perdre confiance. Alors, que conseillez-vous aux apprenants pour gérer ce stress et rester engagés dans la communication, même lorsqu'ils ne comprennent pas tout? C'est une excellente question, Émilie, et très pertinente. Le stress lié à l'incompréhension est l'un des principaux obstacles à une communication fluide en langue étrangère. Quand on ne comprend pas un mot, une phrase ou une tournure, on peut vite se sentir dépassé, frustré, voire découragé. Pourtant, il existe des techniques concrètes pour gérer ce stress intelligemment et continuer à interagir avec confiance et sérénité. La première chose à retenir est que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour communiquer efficacement. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est une réalité. Dans une conversation, on comprend souvent le sens global même si certains mots ou expressions nous échappent. Il faut donc apprendre à se concentrer sur le message général et non sur chaque détail. Deuxièmement, il est essentiel d'oser demander des clarifications. En français, il existe des formules très simples et polies pour cela.
Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cela veut dire? Ou encore, je n'ai pas bien compris, vous pouvez reformuler. Non seulement ces phrases montrent votre volonté de comprendre, mais elles encouragent aussi l'autre à parler plus lentement ou à utiliser un vocabulaire plus simple. Troisièmement, je recommande d'anticiper les contextes de communication. Si vous savez que vous allez parler à un médecin, un collègue, un professeur ou un commerçant, vous pouvez préparer à l'avance du vocabulaire et des phrases types. Cela vous donne une base rassurante et réduit le stress. Quatrièmement, pensez à prendre des pauses dans la conversation si vous sentez que la pression monte. Respirez, recentrez-vous, utilisez une phrase de transition comme « Attendez, je réfléchis » ou « Je vais chercher mes mots ». Cela vous donne quelques secondes pour retrouver le fil. Enfin, le plus important est d'avoir une attitude bienveillante envers soi-même. Le stress vient souvent du jugement que l'on porte sur soi. Je devrais mieux comprendre. Je suis nul. L'autre va penser que je suis stupide. Ces pensées sont inutiles. Rappelez-vous que l'apprentissage est un processus naturel et que le simple fait de participer à une conversation est déjà une victoire linguistique. En résumé, il ne faut pas chercher la perfection, mais la progression. Acceptez les moments d'incompréhension comme des occasions d'apprendre, pas comme des échecs. Et continuez à vous exposer à la langue dans des situations variées. Petit à petit, la compréhension s'améliorera et le stress diminuera. Merci, John. Vos réponses sont toujours aussi inspirantes et rassurantes. Pour cette dernière question, j'aimerais vous demander quelque chose de très pratique. À votre avis, quelles sont les meilleures activités quotidiennes que les apprenants peuvent faire, même seuls, pour améliorer leur capacité à communiquer en français à l'oral? C'est une question essentielle, Émilie, et je suis heureux que vous la posiez. Beaucoup d'apprenants pensent qu'il faut obligatoirement être dans un cours ou vivre en France pour progresser à l'oral, mais en réalité, il est tout à fait possible de travailler sa communication orale au quotidien, même en autonomie, à condition d'utiliser des méthodes efficaces et régulières. Voici une série d'activités simples, pratiques et très efficaces. Parlez à voix haute tous les jours. Choisissez un sujet simple, votre journée, vos projets, un film que vous avez vu. Essayez de vous exprimer en français pendant quelques minutes, sans écrire, simplement en parlant. Cela habitue votre bouche, votre cerveau et votre oreille aux structures de la langue. Tenir un journal oral. Vous pouvez enregistrer votre voix chaque jour en racontant ce que vous avez fait, ce que vous avez appris ou ce que vous ressentez. Puis, réécoutez-vous. Ce retour vous permet de corriger vos erreurs et de constater vos progrès. Utilisez des applications de conversation. Il existe aujourd'hui des plateformes où l'on peut parler avec des francophones ou d'autres apprenants. Même quelques minutes par jour peuvent faire une énorme différence dans votre fluidité et votre confiance. Imitez les natifs. Regardez de courtes vidéos en français, films, séries, interviews, et répétez les phrases entendues en imitant l'intonation, le rythme, la prononciation. C'est ce qu'on appelle le shadowing, une technique extrêmement puissante pour améliorer la fluidité. Apprendre des expressions utiles. Chaque jour, mémorisez 2 ou 3 expressions que les francophones utilisent souvent à l'oral. Par exemple, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Franchement. Ce genre d'expression rend votre langage plus naturel et vous aide à réagir plus vite. Posez des questions fictives et y répondre. Imaginez une conversation. Vous êtes dans un café, à un entretien, chez le médecin. Posez une question, puis répondez Y vous-même. Cela vous prépare à des situations réelles. Utilisez la pensée en français. Essayez de penser en français quand vous êtes seul. Par exemple, en faisant les courses, en marchant ou en regardant par la fenêtre, décrivez ce que vous voyez, ce que vous faites, ce que vous ressentez en français. Ce qu'il faut retenir, c'est que la régularité est la clé. Mieux vaut parler 5 minutes par jour que 2 heures une fois par mois. Et surtout, amusez-vous avec la langue. Jouez avec les mots, testez de nouvelles expressions, osez parler même avec des fautes. C'est ainsi que l'on progresse vraiment. La communication n'est pas une performance, c'est un acte de partage. John, dans toutes les langues, la communication ne repose pas uniquement sur les mots. Il existe des éléments qu'on appelle la communication non verbale, les gestes, les mimiques, la posture, le regard, le ton de la voix. Pour un apprenant de français,
comprendre et utiliser ces éléments peut sembler complexe. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la communication non verbale est importante et comment les apprenants peuvent l'intégrer dans leur pratique quotidienne du français? C'est une question particulièrement intéressante, Émilie, car elle touche à une dimension souvent négligée de l'apprentissage linguistique, la communication non verbale. Pourtant, cette composante est fondamentale dans toute interaction humaine. Selon certaines études, plus de 50% de notre communication passe par des éléments non verbaux. Cela signifie que, même avec un vocabulaire limité, on peut réussir à se faire comprendre si l'on utilise efficacement son corps, sa voix et son regard. Commençons par les gestes. En français, comme dans toutes les cultures, certains gestes accompagnent naturellement les paroles. Par exemple, un mouvement de la main peut signaler qu'on veut interrompre, insister ou préciser. Les Français utilisent souvent leurs mains en parlant, ce qui renforce l'intensité de leur discours. Un apprenant qui observe et imite ces gestes développe une communication plus naturelle et expressive. Ensuite, le regard joue un rôle capital. Maintenir un contact visuel montre qu'on est attentif, intéressé, engagé. À l'inverse, éviter le regard peut être perçu comme un signe de gêne ou de désintérêt. Les apprenants doivent apprendre à utiliser le regard pour soutenir leurs paroles et montrer qu'ils écoutent activement. Le langage du corps, lui aussi, transmet beaucoup. La posture, l'orientation du corps, les mouvements de la tête ou des épaules en disent long sur l'état d'esprit d'un locuteur. Une posture ouverte et droite exprime la confiance, tandis qu'un corps fermé ou tourné vers l'extérieur peut signaler de l'inconfort. Il est utile de se filmer pour observer sa propre gestuelle et ajuster ce que l'on communique sans le vouloir. Il ne faut pas non plus oublier l'intonation et le rythme de la voix, qui font partie de la communication paralinguistique. Dire « d'accord » sur un ton joyeux ou agacé n'aura pas du tout le même effet. Les apprenants peuvent s'exercer à varier leur intonation en lisant des dialogues à voix haute ou en imitant des locuteurs natifs. Pour intégrer tout cela dans sa pratique quotidienne, je conseille de regarder des vidéos ou films français sans le son, uniquement pour observer les gestes, les expressions faciales, les attitudes. Ensuite, on peut rejouer la scène en ajoutant les paroles. C'est un excellent exercice de théâtre linguistique. Enfin, je dirais que maîtriser la communication non verbale, c'est apprendre à écouter avec les yeux et à parler avec le corps. Cela enrichit les échanges, crée du lien et permet même de surmonter certaines limites linguistiques. C'est une compétence précieuse à développer, quel que soit son niveau en français. Merci pour cette analyse si pertinente, John. Pour finir, j'aimerais poser une question que beaucoup de nos abonnés se posent. Ils nous écrivent souvent qu'ils ont peur de faire des erreurs en parlant et que cette peur les empêche parfois de s'exprimer. Alors, comment peut-on surmonter la peur de se tromper quand on parle en français? Quels conseils pouvez-vous donner pour transformer cette peur en force? C'est une question essentielle, Émilie, et je la considère comme l'un des plus grands défis psychologiques de l'apprentissage des langues, la peur de l'erreur. Cette peur est très répandue, qu'on soit débutant ou même avancé. Elle peut bloquer la parole, freiner les progrès et même faire douter de ses capacités. Pourtant, il est possible et même nécessaire de changer de regard sur l'erreur. Premièrement, il faut comprendre que faire des erreurs, c'est apprendre. C'est dans l'erreur qu'on identifie ses limites actuelles et donc les points à améliorer. Un apprenant qui ne fait jamais d'erreur ne progresse pas, car il reste dans sa zone de confort. Les erreurs sont donc non seulement normales, mais indispensables. Deuxièmement, je conseille de reformuler son état d'esprit. Plutôt que de penser « si je fais une erreur, je vais passer pour un ignorant », on peut se dire « chaque erreur est une opportunité de m'améliorer ». Il s'agit d'adopter une mentalité de croissance dans laquelle l'échec fait partie du processus de réussite. Troisièmement, il est utile de préparer des réponses simples et claires pour les situations fréquentes. Cela donne une base sécurisante, à partir de laquelle on peut prendre des risques mesurés. Plus vous parlez, plus vous gagnez en automatisme, et plus les erreurs diminuent. Quatrièmement, je recommande de s'entourer d'un environnement bienveillant. Parler avec des personnes patientes, encourageantes, voire d'autres apprenants, permet de se sentir en sécurité et de tester sans jugement. Si possible, évitez les personnes qui rient ou corrigent brutalement. Ce n'est pas constructif. Cinquièmement, apprenez à rire de vos erreurs. Un mot mal prononcé, une expression détournée, un malentendu amusant.
Tout cela fait partie de la richesse de l'apprentissage. En prenant du recul et en ajoutant une touche d'humour, on libère la parole et on apprend dans la joie. Enfin, n'oubliez pas que les natifs eux-mêmes font des erreurs. En français, il arrive qu'un Français dise « je suis allé », par oubli, qu'il utilise mal un subjonctif ou qu'il cherche ses mots. La perfection n'existe pas, même pour les locuteurs natifs. Ce qui compte, c'est l'intention de communiquer et la volonté de progresser. En résumé, transformez la peur de l'erreur en curiosité. Chaque fois que vous vous trompez, vous êtes en train de construire une compétence. Alors osez parler, tester, expérimenter. Le français est une langue vivante, et pour vivre, elle a besoin d'être parlée, même imparfaitement.